Salut mes petits pragmas. Alors, vous êtes pas mal, je vais descendre ça un petit peu, hein, parce que sinon, hop là. Vous êtes nombreux à me dire que oui, mais la révolte, elle est pas finie, elle est pas finie, elle est pas finie. Et je suis d'accord pour vous croire, parce que j'ai trouvé des articles qui vont dans ce sens-là. Oui. Le MODEF appelle à poursuivre les mobilisations, mais vous verrez que c'est pas le seul. Alors aujourd'hui, on va parler de ceux qui continuent à appeler aux mobilisations. Et en fin de journée, on fera le point sur quels sont les syndicats agricoles et ce qu'ils défendent, d'accord? Et donc là, le MODEF appelle à poursuivre les mobilisations. Le syndicat agricole progressiste condamne en bloc les mesures de soutien aux agriculteurs annoncées par Gabriel Attal jeudi. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui qui condamne en bloc les promesses qui ont été faites par Gabriel Attal. Il y a aussi l'Union Européenne, en fait. Ils ont dit non, mais en fait, on n'est pas d'accord avec ce que t'as dit, on ne l'appliquera pas. C'est bien, Gabi, continue à jouer avec tes Lego, là, mais nous, on s'en fout. Alors, ça date de quand, ça? Ça date d'aujourd'hui, d'hier, en fin de journée. Dès les annonces de Gabriel Attal jeudi, Pierre Thomas, président du mouvement de défense des exploitations familiales, le MODEF, et non pas le MEDEF, c'est tout à fait autre chose, avait donné le ton. Ces quelques mesures ne changent rien sur le fond. La crise que nous connaissons va se poursuivre, on continuera donc les actions. Et ça me surprenait aussi qu'ils arrêtent parce que quand même on est dans un moment où c'est où on crève en fait. Il n'y a pas de solution. Vendredi, les points de blocage tenus par la FNSEA et les jeunes agriculteurs avaient tous été levés en Île-de-France et autour de Lyon. Samedi, les forces de police ont évacué les deux derniers barrages de la Confédération paysanne au péage de Saint-Quentin, Falavier, Isère, ainsi que celui de la centrale d'achat Leclerc à Saint-Étienne-Montluc, Loire-Atlantique. Des actions se sont poursuivies localement ce week-end. Hein, c'est ce que je vous avais dit, on n'avait plus que quelques poches de résistance, il suffisait d'envoyer les CRS et puis terminé. Il n'y avait plus de gros mouvements. Mais en fait, là, il y a des braises, et personne n'est réellement satisfait. Et on voit que le risque de réinflammation, que ça reprenne feu, quoi, est grand. Pour le MODEF, le cadre des lois Egalim et le renforcement des contrôles annoncés par Bruno Le Maire ne suffiront pas à maintenir les prix rémunérateurs, assure Didier Gadea. Egalim, c'est rester dans un cadre où le marché fixe les prix. Mais on voit bien que des deux bouts de la chaîne, ce sont les agriculteurs et les consommateurs qui se font assassiner. Et ça, je vous l'avais dit, hein. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. On baisse le prix d'achat à l'agriculteur et on augmente le prix de vente au consommateur. Les deux baisers, c'est les deux qui sont en bout de ligne. Ceux qui font les bénéfices, ils sont au milieu. Mais on voit bien que des deux bouts de la chaîne, ce sont les agriculteurs et les consommateurs qui se font assassiner. Au milieu, il y a des profiteurs. Et quand vous demandez à la grande distribution ou à l'agro-industrie quelles sont leurs marges, on n'obtient aucune réponse, décrypte le viticulteur en héros, qui milite avec le MODEF pour la fixation des prix par la loi garantie par l'État. Alors, il y a aussi une question à laquelle il faudrait que je réponde, parce que ça m'a beaucoup été demandé dans les commentaires, donc je vais pouvoir répondre pour nous personnellement, mais pas pour tous mes collègues. Moi, je ne fais pas de viande, je ne fais pas de lait. C'est oui, mais quand on vient acheter directement à la ferme, c'est aussi cher qu'en grande surface. Alors, maintenant on va mettre les pieds dans le plat. Quand vous venez acheter à la ferme, c'est aussi cher qu'en grande surface. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en grande surface, l'agriculteur ne vit pas de ce qu'il vend. D'accord? Faut bien comprendre que, exemple, le lait lui coûte 60 centimes par litre à l'agriculteur. Pour produire 1 litre de lait, ça lui coûte 60 centimes. On lui rachète 40 centimes. Mince, il y a un manque à gagner quand même, d'accord? Donc quand vous allez aller lui acheter, je sais pas, un litre de lait, ou du fromage, ou du yaourt, je sais pas ce qu'ils vendent hein, dans les producteurs de lait, excusez-moi, je suis pas de ce métier-là, bien ils vont soit s'aligner sur la grande surface, et prendre toute la com au passage,
soit être légèrement plus cher, hein, bah oui, parce que bah, ils ont un manque à gagner finalement. Donc ça, faut le comprendre. Dans mon cas, personnellement, quand on vend des légumes sur les marchés, déjà, on essaye de s'aligner aux grandes surfaces. Alors vous allez me dire, je l'ai vu dans des commentaires, ouais, mais c'est pas normal parce que bah, vous avez pas toute la grande surface à faire marcher, vous n'avez pas les salariés, donc c'est pas normal que que vous êtes aussi cher qu'en grande surface. Alors, déjà, je vais vous le dire tout de suite, la carotte à 1 € le kilo, je ne sais pas faire. Chez moi, vous la trouverez à 3 €. Ah, et pourtant, j'ai pas une grande surface à faire marcher. Merde, comment c'est possible alors? Comment c'est possible que mon kilo de carottes soit plus cher que le kilo de carottes que vous trouvez en grande surface, alors que j'ai pas de grosse infrastructure à faire marcher? Eh bien, pour arriver à une carotte à 1 € le kilo, eh bien, il y a toutes ces aides de l'État que vous avez financées par la PAC. Et donc, quand tu produis sur des hectares et des hectares, tu touches la PAC, ce qui permet de baisser ton prix de revient. Et ensuite, tu as plusieurs autres mécanismes comme ça qui peuvent jouer. Nous, on touche 0 de PAC. Alors, je vais vous expliquer comment marche une entreprise. Tu calcules le temps que tu y passes. Ça a un coût. Tu calcules tout ce que tu dois y mettre, c'est-à-dire la graine, la flotte, peut-être, je ne sais pas, nous on n'en utilise pas, mais pourquoi pas des engrais, des purins, même tiens, ben, rien que se déplacer pour aller chercher, parce que c'est aussi on le calcule, pour aller chercher du fumier, ben, ça se calcule, c'est une charge. Donc tu calcules toutes tes charges, vous croyez que quand on va sur un marché c'est gratuit? Non, non, tu payes ta place. Donc tout ça, tu calcules tes charges, et du coup tu as un prix de revient. Tu as un coût. Moi je travaille pas à perte. Je travaille pas à perte. Et dites-vous que sur ce produit-là, la carotte justement, eh bien je me paye quasiment pas en fait. La carotte ne me paye quasiment pas. Je vais mieux gagner sur de la tomate, je vais mieux gagner sur du poireau, mais sur la carotte par exemple, je ne gagne rien. En essayant de m'aligner sur les grandes surfaces, donc là pour le coup sur la carotte bio, ben je ne gagne quasiment rien. Donc voilà pour vous expliquer comment ça se fait que vous trouverez toujours les mêmes prix qu'en grande surface, parce que déjà on s'aligne sur le moins cher, malgré qu'on ne gagne pas notre vie dessus. Alors, moi je veux bien les gars, que vous me disiez, oui mais c'est pas normal, t'es aussi cher qu'un supermarché. Fais ma semaine de travail, fais mon travail par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse canicule, sois dehors, tape-toi les 70 heures semaine, et dis-toi que tu vas vivre avec 700 balles, nous c'est 500, tu vois. Dis-toi que tu vas vivre avec 500 balles et dis-moi si c'est normal. Là, tu trouveras le truc beaucoup moins normal. Et comment qu'on en arrive à ça? Bah parce qu'on essaie de faire des prix qui sont gérables par un client, tu vois. Sans les casser. Et en plus, ce que vous prenez pas en compte là-dedans, c'est que vous nous dites, ouais, mais c'est aussi cher qu'en grande surface, mais vous prenez pas en compte la qualité du produit. Sans traitement, sans engrais chimiques, sans machinerie lourde, sans gros tracteur qui pisse l'huile, sans quoi que ce soit. C'est comme si tu me disais, dis donc, c'est pas normal, dis donc, la Rolex, elle coûte plus cher que ma montre Tic Tac, alors que c'est qu'une montre finalement. Bah moi, tu vois, je te fais du produit de qualité, je suis pas plus cher qu'en grande surface. Et tu te plains. Ouais, mais il y a ça aussi, il y a tout ça à prendre en compte. Alors après, pour les éleveurs bovins, tout ça, je ne sais pas. Là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je vais acheter ma viande chez mon éleveur, elle me coûte moins cher qu'en grande surface. Donc après, je sais pas où vous allez acheter votre viande, mais moi, c'est soit le même prix qu'en grande surface, soit légèrement moins cher à chaque fois que j'ai eu à acheter direct au producteur. Donc c'était une petite digression pour répondre à des questions qui reviennent souvent dans les commentaires. 1035 € d'aide par élevage, donc ça c'est ce qu'on avait vu, c'était cette aide de 150 millions qui paraissait énorme. Là c'est pareil, on a eu dans les commentaires, oui mais c'est le contribuable qui va payer. Alors sachez déjà que les agriculteurs à la base, si vous avez écouté leurs revendications, ils ne demandaient pas des primes, ils demandaient des prix, c'est-à-dire que leur prix d'achat soit respecté. Ils demandaient que ça, ils n'ont pas demandé d'aide. Ils n'ont pas demandé d'être financés et biberonnés par l'État.
C'est pas ça leur demande à la base. Et vous dites, ouais, mais c'est le contribuable qui paye. Oui, 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 oui. Comme les 300 euros d'augmentation de vos députés, comme les 700 euros d'augmentation de vos sénateurs, comme les 10 milliards que vous envoyez actuellement pour soutenir l'Ukraine. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, encore une fois, mettez-vous bien dans la tête que c'est pas ce que demandaient les agriculteurs à la base. Ils ne demandaient pas d'aide. Ils demandaient des prix. C'était bien marqué sur les pancartes pourtant, si vous avez suivi la révolte, c'était marqué on veut des prix, pas des primes. Les syndicats, le syndicat a par ailleurs expertisé les 150 millions d'euros de soutien fiscal et social aux éleveurs bovins. Quand ils annoncent des fonds de soutien, ils parlent toujours en millions, mais ça fait 1035 euros par élevage. Pour moi, ça correspond à 1% de mon chiffre d'affaires. Calcul Elliott, qui a par ailleurs vu les 8500 euros d'aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs fondre au gré des augmentations de toutes ces factures. La mise en pause du plan Éco-Phyto 2030 provoque aussi la colère. Vous voyez, je vous avais dit que c'était pas ça que demandaient les agriculteurs. Tout ce qui a été obtenu, ce n'était pas les revendications des agriculteurs. C'était les revendications de l'agro-industrie. Pour Amandine Feuchot, c'est la cerise sur le gâteau offert à l'agro-business et l'agro-industrie. La maraîchère bio en Corrèze rappelle l'évidence. Nos premiers outils de travail, ce sont la terre, la pluie, le vent, les insectes pollinisateurs, nos animaux. Ce sont aussi le corps, la tête, le cœur de l'agriculteur, qui a besoin de vivre en bonne forme. On connaît toutes les conséquences de ces produits sur la santé, sur l'environnement. Ces mesures reviennent à faire sauter nos protections au profit des plus gros. Voilà pourquoi nous appelons à faire passer les coûts de ces produits pour notre société en investissement dans la recherche, la formation, pour aider les agriculteurs à changer leurs pratiques pour mieux en vivre. Quant à la souveraineté alimentaire, maintes fois citée par le Premier ministre, je vous l'avais dit, hein, ce mot-là, il avait été posé là, mais c'était un piège en fait. Hein. On parle plus d'agriculture, mais de souveraineté alimentaire. Hein. C'est plus du tout la même chose. On ne parle pas de la même chose en fait. L'agriculture, c'est une chose, la souveraineté alimentaire en est une autre. L'un passe par l'autre, mais en fait, quand on ne fait que de parler de souveraineté alimentaire, on ne parle plus d'agriculture. On parle d'industrie, on parle d'agro-industrie, on parle d'agro-business si on veut. On parle même de viande synthétique ou d'usine à insectes. On parle de ce que tu veux. Souveraineté alimentaire, tu peux même mettre la chasse dedans. Bah oui, tu chasses de la viande, tu bouffes de la viande, c'est de la souveraineté alimentaire. Quant à la souveraineté alimentaire, maintes fois citée par le Premier ministre, cette idée sonne étrangement aux oreilles du Lot-et-Garonnais et dirigeant du MODEF Raymond Girardi. Il y a quelques années, la France était l'un des plus grands pays agricoles. Entendre désormais parler de souveraineté agricole est surréaliste. L'agriculture est l'épine dorsale de notre ruralité. Si elle s'effondre, c'est notre ruralité qui s'effondre. Vous savez que j'avais eu un coup de mou à un moment de temps, et je vous l'avais dit, que je voyais ma ruralité disparaître. Et c'est marrant comme je retrouve ça, finalement, dans des pop. Oui, non, je m'en fous de ça. Non, je veux pas. Non. Non. Ah bah, comment que je fais ? S'il te plaît. Et c'est marrant que je retrouve ça, finalement, dans des petits syndicats, avec des petits producteurs comme moi. Et vous savez, moi, j'aime reprendre la phrase, elle n'est pas de moi, hein, de Jean-Martin Fortier, qui dit, à un moment, et je pense que ça rejoint aussi ce que dit un peu Jean Covici, il va falloir remplacer la production de masse par une masse de petits producteurs. Et si on fait pas ça, on va être grave dans la merde. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à en discuter entre vous. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous raterez aucune de mes sorties vidéo. Normalement il y en a 3 par jour, à moins que j'ai un coup de mou, puis j'ai une fatigue et puis je produise pas, mais sinon c'est à 7h du matin, à midi et à 16h30. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.